Eh bien, bonjour à tous, et je remercie vivement les organisateurs de cette journée de m'avoir invité à y participer. Je ne les remercie pas par contre de ne pas m'avoir dit combien vous étiez. C'est juste un peu impressionnant. Alors, le titre de la journée, Soins palliatifs et grand âge, vient d'une certaine façon poser le fait qu'il y aurait une différence lorsque l'âge est là que pour une personne plus jeune. Est-ce le cas? Non, d'une certaine façon, si l'on considère qu'une personne dite âgée n'est en fait qu'un adulte, et que l'âge ne devrait pas être un critère dans la façon dont la personne restera actrice de sa fin de vie. Et pourtant, ce n'est pas si simple. Et c'est ce qui fonde d'ailleurs la gérontologie comme étude du vieillissement humain. Les différents âges de la vie nous confrontent à des réalités différentes qui modifient nos positions existentielles, comme les liens familiaux et relationnels. L'augmentation de l'espérance de vie a assez considérablement modifié notre rapport à la mort. Il n'y a pas si longtemps que ça, la mort pouvait survenir à n'importe quel âge de la vie. Elle était comme une épée de Damoclès, et la vie ne tenait qu'à un fil dans bien des cas. Aujourd'hui, c'est les succès de la médecine, la mort intervient bien plus souvent pour nous à la fin de la vie. Et c'est vrai qu'on a tendance, du coup, à la repousser dans ce temps-là de l'existence. Ce qui fait que l'on peut vivre, au fond, si l'on n'a pas d'accidents médicaux importants au cours de notre vie, on peut vivre en mettant cette représentation de notre propre mort à un plus tard dans le temps. J'aurais le temps d'y penser. Certes, on se sait mortel, mais on n'y pense pas forcément. Ce n'est pas quelque chose sur quoi on est amené à travailler psychiquement, plus tard. Mais il est un moment de la vie où on doit bien, quelque part, faire face à sa finitude. Ça ne se joue pas aux mêmes âges, selon les personnes. 50 ans, 60 ans, 70 ans, j'ai envie de dire, qu'importe. Parfois, c'est par exemple au décès du dernier des parents. Et ouais, les prochains sur la liste après, c'est nous. Et là, ça nous fait considérer effectivement notre existence d'une façon un petit peu différente et nous fait prendre conscience autrement de notre propre finitude. Ce qui est intéressant, c'est de voir que certaines personnes vont réussir à faire ce travail, vont réussir à apprivoiser, pourrait-on dire, leur mort à venir. Et je dirais, c'est pour elles un gage de bon vieillissement, dans le sens où, si on n'accepte pas le fait que l'on va mourir un jour, on n'acceptera pas non plus les stigmates du vieillissement. Et il est des personnes qui ne peuvent pas, parce que ça les angoisse trop, cette question de leur propre mort, faire ce cheminement intérieur, faire ce travail psychique, et qui vont devoir alors mettre en place des mécanismes de défense contre l'angoisse de mort, qui bien souvent les empêcheront de vieillir sereinement. Et ces deux parcours séparés, à ce moment-là, vont créer des situations très différentes entre des personnes qui ne voudront pas parler de la mort, qui continueront de laisser ça de côté, qui n'admettront pas que l'on vienne même les questionner à ce propos, et d'autres personnes qui, au contraire, du fait qu'elles auront cheminé, pourront en parler beaucoup plus facilement. Et au fond, ce qu'on peut observer, c'est qu'une majorité de personnes âgées n'ont pas peur de la mort. Elle est souvent, au minimum, je dirais, acceptée avec résignation. Mais l'on voit même parfois des personnes âgées en parler avec le plus parfait détachement. Allez, il faut laisser la place aux jeunes. Voilà, je suis prêt à aller rejoindre mon mari. Une phrase qui m'a toujours laissé pensif du point de vue de la symbolique qu'elle porte, c'est « au bout du fossé, la culbute ». Je ne sais pas si vous l'aviez entendu déjà, cette phrase.
Au bout du fossé, la culbute. Il y a plusieurs personnes âgées qui me l'ont dit, cette phrase, je la trouve tout à fait porteuse de sens. Mais voilà, tout ça, ça fait une tranquillité chez elle, tout à fait étonnante, mais qui montre que ce cheminement a pu se faire. Par contre, et ça c'est très clair, mais c'est pas nouveau, le docteur Sebag-Lanoé en parlait déjà dans les années 80, une des pionnières des soins palliatifs et une de mes maîtres quand j'étais à Paris, où j'ai fait un stage chez elle pour mon master 2, voyez, de psychologie. Et Sebag-Lanoé disait bien, leur demande régulière est de pouvoir mourir en paix, dans la dignité, et que la peur de la douleur est bien souvent supérieure à leur peur de la mort. Les personnes âgées ont souvent besoin d'en parler, voire de la préparer, ce qui parfois d'ailleurs est difficile à entendre par leur famille. C'est parler du cas de votre famille, c'est parler du contrat obsèque, dire voilà, j'ai préparé là mon départ à venir. Tout ça, les enfants bien souvent disent, j'ai entendu des choses comme écoute, on verra ça plus tard, tu n'as pas besoin d'en parler maintenant, arrête de penser à ça, tu deviens morbide, enfin voilà. On évacue au fond un peu cette question. C'est aussi parfois le cas de soignants. Il n'y a pas si longtemps que ça encore, à la question que posait une personne âgée, un peu d'angoisse, je vais mourir, le soignant lui répond, mais non, vous êtes en pleine forme. Ça coupe là. Bon. La personne âgée ne risque pas d'aller plus loin dans l'expression de son angoisse de mort, c'est sûr. Et au fond, on a tendance à les laisser parfois assez seuls avec cette si importante question. Mais par peur, sans doute, d'une confrontation à notre propre mort. Quand elles nous parlent de leur mort, elles nous renvoient à la nôtre, bien évidemment. Si le fait qu'on ne les laisse pas venir sur cette question-là ne les aide pas, sans aucun doute, cela ne les empêche pas non plus de souvent préparer tout cela, de la travailler psychiquement, de l'apprivoiser progressivement. En ce sens, de nombreuses personnes âgées restent au moins partiellement actrices de leur fin de vie. Mais elles restent actrices de leur fin de vie quand elles sont bien en vie. C'est-à-dire quand elles sont à même de passer ce contrat obsèque ou de préparer leur décès. À ce moment-là, elles ne sont pas en fin de vie. Et c'est bien là ce qui fait écart, et c'est bien là-dessus que je vais m'arrêter maintenant. C'est est-ce que les personnes âgées peuvent rester actrices de leur fin de vie? Eh bien, on va voir, c'est pas si simple. Déjà, il faut replacer la personne âgée en fin de vie dans son histoire, bien sûr. Et souvent, l'histoire de leur vieillissement qui les amène en fin de vie a commencé bien longtemps avant. On dirait bien sûr, il arrive que des personnes âgées de 85 ans, en pleine forme et qui la veille encore tondaient leur pelouse, on les retrouve le lendemain décédés dans leur lit. Soit. Mais pour un certain nombre de personnes âgées, c'est une longue histoire. Et au fond, ce n'est pas tant l'âge qui va modifier les liens familiaux et les places respectives au sein de la famille que la dépendance, que la perte d'autonomie qui s'ensuit aussi parfois. L'aide apportée aux parents ou aux conjoints va inéluctablement créer un déséquilibre dans la relation. L'un donnant, l'autre recevant. Si l'on prend un exemple qui pour moi est un peu archétypique, d'une situation où c'est un des enfants, et quand je dis un des enfants, c'est parce que c'est un des enfants, très souvent. L'enfant désigné, comme on dit. Je dirais que quand on est soignant, on est régulièrement l'enfant désigné. Donc, je vous le dis comme ça. C'est vrai que ça se confirme quand même assez régulièrement, ça. Donc, commencez à vous éloigner géographiquement de vos parents. Donc, cet enfant désigné, là, vous savez, regardez dans vos familles, posez la question à vos frères et sœurs, réunion familiale comme ça. Lequel d'entre nous va s'occuper de nos parents? Vous verrez que la solution, elle va venir tout de suite. Tout le monde est d'accord. Donc, l'enfant en question.
du fait de la dépendance de son parent, va devenir l'aidant principal. Et on va assister alors à ce qu'il est convenu d'appeler une inversion de l'ordre des générations. L'enfant devenant comme le parent de son propre parent. Dans une position que l'on pourrait parfois identifier comme maternelle. Et c'est là que le psychologue intervient. Cela va inévitablement réactiver ce qui s'est passé dans l'enfance de l'aidant, dans sa relation à son parent enfant, dans une relation là aussi de dépendance, mais qui n'est pas la même, qui est l'inverse, où lui était pris dans une position d'enfant, dans une frustration du fait que les parents sont inéluctablement là aussi frustrants. C'est le métier d'éducateur. Voilà, on frustre nos enfants pour leur apprendre à vivre, mais où l'enfant, lui, a vécu ça, effectivement, sur le mode de la frustration et parfois de l'agressivité. Tous ceux qui ont des enfants le savent bien. Et c'est normal, et ça fait partie de la vie de famille, que ces conflits-là, entre l'enfant et le parent. Mais que se passe-t-il 50 ans plus tard, 60 ans plus tard, quand il y a justement cette inversion de l'ordre des générations? Eh bien, ces affects de l'enfance, en quelque sorte, vont se trouver réactualisés. Mais dans une position qui est tout à fait différente. Parce que quand je suis enfant, je peux me permettre d'être agressif vis-à-vis de mon parent. Je sais que ça ne le tuera pas. Mais quand je suis le parent de mon propre parent, et que ces affects-là ressurgissent en miroir, là c'est tout à fait différent. Et l'agressivité vécue dans l'enfance face à ce parent frustrant va ressurgir. Sentiment d'agressivité impossible, bien sûr. On ne peut pas. On ne tire pas sur une ambulance. On a là une personne fragile vis-à-vis de qui on ne peut pas se permettre cette agressivité. Parfois, ça part quand même, l'agressivité. Mais voilà, la culpabilité jaillit immédiatement du fait de cette agressivité ressentie au fond de nous-mêmes. Et dans un mécanisme de défense du moi, que Freud appelait la formation réactionnelle, où le soin et la sécurisation de la personne vont venir en contre-investissement de cette agressivité éprouvée vis-à-vis d'un parent que la situation de dépendance met en position d'infériorité. Et c'est ainsi que l'on voit nombre d'aidants familiaux prendre progressivement le contrôle de la vie de leurs parents et mettre en premier lieu cet impératif de sécurité. Voyez, cette agressivité impossible se mue en un contrôle de la personne. Quelque part, on pourrait dire, il ne faut pas qu'elle meure. Parce que si elle meurt, est-ce que ce ne sera pas le résultat de cette agressivité? Donc je vais la protéger. Et l'on voit très souvent, effectivement, des enfants entrer dans un système d'hyper-contrôle de leurs parents. Et le parent âgé va bien souvent se mettre en position de dépendance vis-à-vis de son enfant. Nombre de fois, dans mon cabinet, où quand je suis avec la personne âgée dépendante elle-même, et où je lui pose des questions, elle me dit « faudrait que vous voyiez ça avec ma fille ». « Oh là là, faudrait mieux que ma fille soit là, etc. » Où on voit qu'effectivement, ces rôles respectifs-là ont été inscrits au plus profond par la personne. Donc la mort devient ce qu'il convient d'éviter à tout prix, au risque que la culpabilité ne ressurgisse. Et plus on avance dans le vieillissement et dans la dépendance de la personne, plus cela va se trouver renforcé, plus le contrôle va devenir important pour essayer de lutter contre ces sentiments intérieurs, contre ces affects qui nous secouent. Cela fait que progressivement, la personne âgée, dans ce contrôle-là, va avoir de moins en moins de possibilités de choix, de possibilités de prendre des risques.
Moi, j'ai vu des filles retirer manu militari l'escabeau à leur mère parce qu'elle l'avait vu en train de nettoyer les vitres. On voit aussi des enfants qui ne répondent pas à la demande de leur mère d'avoir un gâteau au chocolat le dimanche parce que c'est quand même vraiment bon cette histoire-là, du fait de leur taux de glycémie. On voit un peu de tout à ce niveau-là. On voit aussi des enfants qui vont faire un chantage affectif à leurs parents pour qu'ils entrent dans une institution. La sécurité du fait d'entrer dans l'institution, ce n'est pas pour la personne âgée. On a autant de raisons de mourir en institution que chez soi. Mais c'est pour la sécurité intérieure de l'enfant, bien évidemment. Vous voyez comment le contrôle, voilà, va faire que la personne va perdre en liberté, va perdre en possibilité de choix, va perdre en possibilité de prendre des risques pour elle. Et j'ai envie de dire, si dans les petits actes de la vie quotidienne, il faut que j'attende ma fille pour savoir quel est le bon choix, a fortiori sur la question de ma mort et de la façon dont je la conçois, je n'aurai plus la voix au chapitre. C'est un choix très important. Et c'est sous le contrôle de ma fille, de mon fils, de mon mari, etc. Alors, si l'on arrive maintenant à la question des soignants, de l'EHPAD et tout ça. Souvent, la dépendance s'aggravant, etc. Je reviendrai tout à l'heure sur la question particulière de la maladie d'Alzheimer, qui rentre dans ce même cadre-là. Quand la personne âgée rentre en institution, il y a déjà tout ça là. Et la perte de contrôle va parfois être impossible ou extrêmement difficile pour l'enfant qui a été dans ce contrôle de son parent pendant des années et des années. Ce qui va faire deux choses dans certains cas. Un, que le contrôle va continuer à s'exercer dans l'institution. Et ça, vous le voyez tous au quotidien dans les établissements pour ceux qui travaillent en EHPAD. Ce sont ces enfants qui sont là tout le temps, qui veulent tout savoir, qui veulent savoir ce qui s'est passé pendant qu'ils n'étaient pas là, qui veulent savoir si les médicaments ont été augmentés, si leurs parents ont bien mangé, etc., etc., etc. On en a plein des familles comme ça. Et on sent bien leur souffrance derrière, mais aussi leur besoin de tout contrôler. Et la deuxième chose qui se produit très souvent, c'est maintenant, c'est vous qui avez la responsabilité de ma mère ou de mon père. C'est vous. Il y a intérêt à ce qu'il n'arrive rien. Je serai là pour voir. Parfois, ça va même plus loin, c'est-à-dire qu'on en arrive à des situations quasiment maltraitantes, voire maltraitantes, y compris même au sein de l'établissement. On a des enfants qui viennent dire il faut l'attacher, de peur qu'il tombe, et qui vont être vraiment là dans l'injonction vis-à-vis des soignants, c'est-à-dire que s'il tombe, je vais vous tomber dessus. Ça ne va pas aller. Barrière de lit, etc. Enfin là, on est effectivement dans tout ce qui vient sécuriser. Encore une fois, la personne, évidemment, en fausse sécurité. Parce qu'une personne qui est attachée au fauteuil, 2 jours après, elle ne marche plus. Mais bon, on est bien là dans ce sentiment de sécurité, au moins. Mais donc, il y a ce transfert de la responsabilité sur les soignants. Et c'est pas simple. D'autant moins simple que les soignants, s'ils sont chargés par les familles de garder leurs parents en vie, quelque part, c'est même plus large que ça. C'est sociétal. C'est comme si aujourd'hui, dans notre société, on ne pouvait plus mourir de quelque chose, on ne devait plus mourir de quelque chose qui est extérieur, qui vient de l'extérieur. La seule mort bonne et acceptable est une mort de vieillesse, de bout de la vie. Il ne doit rien se passer avant qui vienne provoquer ou risquer de provoquer cette mort. Et ce message-là, il est évidemment très important et très puissant du côté des familles, mais il est aussi très important du côté de la société. Il faut voir depuis maintenant une douzaine d'années combien les maisons de retraite se sont bunkérisées, d'une certaine manière. Sans qu'on le souhaite, mais sur injonction ministérielle.
Ça risque plus de flamber. Hein. D'ailleurs, c'est étonnant parce que depuis que ça risque plus de flamber, parce que tout est diffusé de partout, on n'a plus le droit de fumer. On fait des animations l'après-midi avec les personnes âgées, c'est chouette, on va faire un gâteau. On fait le gâteau, on casse des œufs. Mais comme on n'a plus le droit de casser des œufs dans les maisons de retraite, parce qu'on risquerait de... On met le gâteau à la poubelle et on sort un gâteau bien emballé sous cellophane pour l'apporter aux personnes âgées. Véridique. Véridique. Et des exemples comme cela, je pourrais vous en dire plein évidemment. On n'a pas le droit de mourir d'autre chose que de sa belle mort. Ce qui revient un petit peu à mettre la personne âgée sous cloche. Vous allez voir dans nos EHPAD, on va se retrouver non pas avec des bébés-bulles, mais avec des bébés-bulles et des pépés-bulles. Il ne faut pas qu'ils meurent. Mais du coup, les soignants, ils sont condamnés, tel Sisyphe, à monter en haut de la montagne un rocher de plus en plus lourd au fil des jours qui passent. Parce que la personne, évidemment, elle se rapproche de sa mort. Et ça finit par écraser un peu tout ça. C'est difficile de laisser soigner en gérontologie. Cette préoccupation autour de la sécurité est aussi exacerbée par la fragilité supposée de ces dernières et la proximité de la mort. Et je voudrais m'arrêter une seconde sur cette question de la fragilité. On entend beaucoup parler de fragilité depuis quelques années, ça vient des anglo-saxons, ils appellent ça frailty, et ça arrive en France en ce moment, et les médecins gériatres travaillent beaucoup autour de ces questions de fragilité. Moi, ça m'interpelle. En quoi un vieux est-il fragile? Effectivement, il est plus au bord de... Voilà. Plus en potentialité de mourir peut-être que quand il était plus jeune. Mais en quoi est-ce une fragilité? Il est surtout vulnérable, d'une certaine manière. Vulnérable à la façon dont on traite, vulnérable à ce qu'on met en place autour de lui et qui l'empêche de vivre. Oui, ça, oui, vulnérable, mais fragile. Moi, les personnes âgées que je rencontre dans mon bureau ne me paraissent pas particulièrement fragiles. Psychologiquement, elles vont même plutôt pas mal. Et encore, je ne les vois souvent quand elles vont mal. Mais par rapport à leur entourage. Donc, cette fragilité-là, ça vient teinter à l'oreille aussi d'une certaine manière, quoi. Comme s'il fallait les protéger de cette fragilité prétendue. Contre leur gré, bien des fois. Et là où je dis que c'est pas facile d'être soignant en gériatrie, c'est que les soignants ont bien des difficultés à se situer face à toutes ces injonctions paradoxales qu'on leur fait subir, qui leur sont faites d'accompagner ces personnes dans une autonomie, d'accompagner en fin de vie, mais aussi de maintenir en vie. Ça tiraille, évidemment, c'est pas simple. Alors, de façon à limiter une potentielle culpabilité, et souvent avec l'assentiment des familles, la tendance est bien souvent d'aller vers plus de sécurité, au détriment, là encore, de la possibilité de choix et de risque de ces personnes. Les personnes âgées, déjà peu ou prou en situation de dépendance, ne peuvent bien souvent que subir des décisions prises pour leur bien, pour leur sécurité. Le pour leur bien, j'emprunte à Michel Bille. Mais ces tentatives de maîtrise du risque ont comme conséquence une restriction de la liberté et de l'autonomie, avec le risque de faire de ces personnes des objets de soins, de bons soins, certes, mais des objets de soins quand même, au détriment de leur position d'acteurs du soin. Et plus la mort se rapproche, plus cette tendance s'exacerbe, au point parfois de priver la personne de toute parole possible sur sa fin de vie. Le risque, évidemment, est l'acharnement thérapeutique, l'hospitalisation non choisie, l'acte invasif non discuté, ou seulement avec une famille prise dans sa culpabilité ou non suffisamment préparée à la mort à venir. Je vais prendre un exemple qui me paraissait bien dire cela. Il y a un directeur d'EHPAD l'autre jour qui nous a apporté un cas à étudier lors d'une rencontre, d'une réunion de, l'espace de réflexion éthique.
Il nous parle de cette dame-là qui avait fait des allers-retours entre l'EHPAD, l'hôpital à de multiples reprises pour un cancer, etc., mais qui n'évoluait pas trop. Une dame par ailleurs assez autonome, qui arrivait à aller dans le grand marché un peu plus loin régulièrement, etc. Donc une dame qui avait une certaine autonomie, et puis qui avait bien toute sa tête, enfin là-dessus il n'y avait pas de souci. Et un fils très absent, très lointain, une amie très présente, par contre très très présente, hein, elle. Personne de confiance, l'amie en question. Et bon, la personne quand même devient de plus en plus mal, hein, de plus en plus dépendante, et l'amie commence à harceler un peu en disant il faut faire quelque chose, etc. Les équipes mobiles, 2 équipes mobiles de soins palliatifs vont être sollicitées à tour de rôle, pas simple non plus ça. Celle de l'hôpital quand elle va à l'hôpital, et une équipe mobile de soins palliatifs autre pour venir à l'intérieur de l'EHPAD pour accompagner cette dame-là. Bon, beaucoup de choses sont mises autour, hein, et l'objectif de l'équipe soignante et du directeur, c'est de faire en sorte que la personne puisse mourir dans la dignité au sein de l'établissement. Arrive un dimanche, où la personne va effectivement un peu plus mal, et où l'ami arrive, la voit un peu plus mal, et va se mettre à tanner l'infirmière pour qu'il se passe quelque chose, qu'elle fasse venir le médecin, etc., etc. Évidemment, le médecin du dimanche n'est pas le médecin traitant de la personne. Donc quand le médecin arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il hospitalise. Et la personne se retrouve à l'hôpital. Et le directeur nous dit, c'est lamentable, c'est pas normal. L'objectif était de permettre à cette personne de mourir dans la dignité à l'EHPAD. Voilà la question éthique qu'il nous amène. Et ce qui est quand même tout à fait remarquable, c'est que personne ne s'est posé la question, mais la dame, elle, qu'est-ce qu'elle en pensait? La question ne lui avait été tout bonnement pas posée. Ça s'était passé entre le médecin, l'ami et l'infirmière, prise, elle, dans sa responsabilité, dans son angoisse, que la personne ne décède, effectivement, pendant qu'elle était là, toute seule, avec un ensemble de personnes à s'occuper. Voilà. Mais la personne, elle, on ne l'a pas questionnée. Ça interroge. La maladie d'Alzheimer. Arrêtons-nous un petit peu sur ce cas particulier, je dirais, de ces syndromes démentiels, quels qu'ils soient d'ailleurs. Parce que leur accompagnement en fin de vie pose évidemment plus de problèmes, dont d'abord celui de la communication. Du fait que ces personnes n'ont plus, souvent, quand ils sont au bout de leur maladie d'Alzheimer, de mots à leur disposition pour pouvoir parler. Pour autant, penser ne plus pouvoir communiquer avec une personne âgée atteinte de cette maladie, fût-elle rendue muette par manque de mots, revient d'une certaine façon à l'exclure du groupe social des humains. Lorsque la capacité de parole et de dialogue s'amenuise, que la relation à l'autre est perturbée, altérée, faut-il pour autant se résigner à considérer la personne malade comme un simple objet de soin? Bien évidemment non. Réduire la personne à sa dimension biologique ou neuropsychologique, c'est occulter la dimension psychologique, affective, inconsciente, toujours présente, émotive. Il convient donc de faire l'effort d'une communication différente, par des voies différentes. Ce qui, je vous l'accorde, n'est pas toujours si simple. Mais tous les soignants qui travaillent en gérontologie le savent. Même si elles n'ont plus accès à la parole, ces personnes ont des sentiments à exprimer. Même des personnes très démentifiées et proches de leur fin de vie sont capables d'accepter ou de refuser un soin si elles reconnaissent que la personne qui l'exécute le réalise avec délicatesse ou non. N'est-il pas extraordinaire qu'une personne atteinte de maladie d'Alzheimer, à un stade avancé, et dont nous doutons forcément des capacités de jugement et de prise de décision, soit capable de refuser tout soin avec une telle ténacité, une telle détermination? On voit des personnes âgées qui ont oublié la seconde d'après que leur enfant est venu les voir, mais qui vont être dans un refus de nourriture pendant des jours et des jours. C'est pas rien. Et on peut penser que leur volonté est éclairée par ce que l'intelligence, au travers du filtre de l'affectivité, a pu comprendre de la réalité ou de la vérité de la situation rencontrée. Un petit exemple là aussi, qui m'avait intéressé, d'une dame que je suivais moi depuis des années,
j'accompagnais dans sa maladie d'Alzheimer, ainsi que sa fille. Et qui, voilà, était en bout de vie, et en bout de vie, entre dans le service de soins de suite parce qu'il n'y avait pas d'autre lieu pour l'accueillir, où j'interviens aussi. Donc pour moi, c'est bien de pouvoir continuer à la suivre dans ce cadre-là. Et ce qu'on a vu chez cette personne qui ne parlait plus depuis 2 ans peut-être, qui était très diminuée, hein, un jour, alors que le soignant venait lui tendre la cuillère, tout tranquillement, elle a repoussé la cuillère du soignant. Le soignant a refait un essai, elle a repoussé la cuillère. Le soignant, on verra plus tard, elle n'a pas envie de manger. Hein. Un peu plus tard, même chose, elle repousse la cuillère. Voilà. Et là, commence à s'engager un dialogue dans l'équipe sur qu'est-ce qu'il convient de faire. Ce qui était bien, c'est que la fille était très clairement dans une position pas d'acharnement. Elle avait elle aussi bien cheminé, là, autour de la fin de vie de sa mère, et elle ne voulait absolument pas d'acharnement. Et il a été décidé, effectivement, de laisser la possibilité à la personne de ne pas manger. Alors, on lui proposait, bien sûr, mais elle refusait, systématiquement. Et au bout d'une quinzaine de jours, elle a fini par partir paisiblement. Ce qui est tout à fait extraordinaire, ce dont moi je me souviens, c'est que quand on entrait dans cette chambre, cette dame avait un magnifique sourire. Elle était complètement détendue, complètement sereine, et toute démente qu'elle était, elle avait bien choisi effectivement que ça suffisait comme ça. C'est important, je pense, de s'appuyer sur des exemples comme cela. Et là, en plus, c'était plutôt réussi. C'est-à-dire que là, l'équipe, c'est vrai, de ce service-là est plutôt bien formée aux soins palliatifs. Hein, et voilà, ça a été en plus très clairement soulageant pour tout le monde que de ne pas essayer là de forcer le passage. Il s'agit donc coûte que coûte de reconnaître en cet hôte vulnérable et fragile la permanence d'une réalité humaine, unique, irremplaçable. Il s'agit de faire le pari du sens, en cherchant à interpréter l'expression non verbale ou symptomatique parfois de la personne, qu'on doit percevoir comme un moyen de communication différent. Même s'il y a perte du langage parlé, la personne agit et réagit en fonction du contexte où elle se trouve. L'autre point difficile en gériatrie, et ça c'est comme ça, on n'y peut pas grand-chose, c'est la routinisation du quotidien. Et en gériatrie, il peut se produire des situations où le plus humain, aider à manger, peut devenir inhumain, forcer le passage en cas de refus, sans qu'apparemment personne n'en souffre, comme si la culpabilité était évacuée. Apparemment seulement, bien sûr, parce que cela majeure l'usure psychologique insidieuse que l'on rencontre si fréquemment chez les soignants. Cela les plonge dans une situation de dilemme éthique dont ils n'ont pas toujours la clé ou le pouvoir d'en modifier les termes. Autre pierre d'achoppement, l'absence d'espoir d'amélioration fait que parfois les soins sont perçus comme pesants, inutiles, car sans objectif thérapeutique. Des souhaits de mort, d'abandon ou au contraire d'insistance thérapeutique peuvent apparaître lorsque les sentiments de culpabilité et d'agressivité sont mal contenus et peu travaillés psychiquement, et j'ajouterai collectivement. L'assistance thérapeutique, là aussi, est parfois à entendre d'ailleurs comme une formation réactionnelle, le retournement en son contraire d'un désir inconscient que la personne meurt. Donc, comme on l'a vu, le ressenti de la famille est parfois proche de celui du soignant et crée de même des désirs ambivalents d'acharnement ou d'insistance thérapeutique versus abandon thérapeutique. Si ces désirs entre la famille et les soignants viennent à se rejoindre, cela peut conduire à toutes les extrémités, dans un passage à l'acte qui ne sera évidemment pas sans conséquences affectives pour tout le monde par la suite. Aussi, s'il apparaît essentiel de créer une alliance avec la famille, il est néanmoins nécessaire que nous tous soignants, nous puissions nous maintenir suffisamment à distance pour l'aider, la famille, à avancer, à faire son cheminement psychique autour de ce qui se passe là chez le parent qui est en fin de vie. La prise en considération du bien-être psychologique de la famille aura évidemment des répercussions sur la relation qu'elle pourra entretenir avec son parent malade et sera donc d'une incontestable aide pour lui.
travailler avec la famille, cheminer avec elle, c'est évidemment un gain pour le patient. Ce n'est pas, c'est un travail, voilà, qui nous est aussi dévolu. Alors, je ne vais pas m'arrêter sur la démarche palliative, juste, je ne veux pas vous apprendre votre métier, je n'en ai pas le... Mais je crois que voilà, c'est là que les soins palliatifs sont justement importants, dans le sens où l'idée même des soins palliatifs, c'est de venir rompre avec la dualité abandon versus acharnement. C'est de trouver cette autre voie qui permet de se sortir de cela et surtout d'aider à travailler ensemble, collectivement. Ça aussi, c'est important pour les soignants. Les fins de vie des personnes que nous accompagnons. Hein. On n'insistera jamais assez sur l'importance de cette troisième voie. Et il n'y a pas si longtemps que ça, et même encore aujourd'hui dans certains EHPAD, on reste encore dans cette dualité abandon-acharnement. Il y a du travail à faire, c'est une évidence. C'est un travail progressif et qui, bien sûr, ne peut s'appuyer que sur des échanges en équipe qui permettent une verbalisation de ce que l'on vit auprès de ces personnes, et parfois très durement. Pour conclure, comme on l'a vu, le risque est important que la personne âgée, du fait de sa dépendance, de la maladie, perde aussi de son autonomie. Autonomie au sens premier, c'est-à-dire de la possibilité de choisir soi-même de ses options de vie, y compris de fin de vie. Elle n'est de ce fait pas toujours actrice de sa fin de vie, réduite parfois à un simple objet de soin, encore aujourd'hui, objectalisé, désubjectivé, voire déshumanisé. Si l'acte soignant se réduit à maintenir la personne en vie, et même si la culpabilité est évacuée par le sentiment de faire correctement son boulot en ce sens, l'épuisement psychique guette, souvent, et la maltraitance n'est pas loin. Il faut y penser, et c'est encore effectivement le cas dans un certain nombre d'endroits, pas tous bien évidemment, et il y a heureusement, j'entendais tout à l'heure une personne qui nous parlait de l'expérience de son EHPAD et vraiment de la façon dont était inclus la démarche soins palliatifs au sein de cet EHPAD. Heureusement qu'il y a des structures qui réfléchissent et qui vont au bout de cette réflexion-là. Au-delà du respect des choix de la personne en fin de vie, il s'agit surtout de se donner les moyens de travailler ses propres affects et angoisses au regard de la fin de vie de la personne dont on s'occupe, que l'on accompagne. C'est aussi un travail sur soi et on ne peut pas s'en passer de ce travail-là. C'est une évidence. On a aussi trop tendance à dire, ça y est, on a l'expérience de la mort des personnes, on travaille en gériatrie. Mais l'expérience ne suffit pas. Il s'agit, bien évidemment, de revenir toujours là-dessus, ensemble, en équipe, etc., avec des psychologues formés, de telle façon à pouvoir travailler là ce qui nous arrive dans les accompagnements que l'on fait au quotidien. Il s'agit donc aussi de pouvoir accompagner les familles lorsque celles-ci sont en souffrance ou de les orienter, parfois, pour qu'elles puissent bénéficier d'une telle aide. Les orienter ou mettre en place d'autres choses. Voilà, les équipes Jalmaf peuvent aussi là, être importantes. Enfin, on a des bénévoles, les Bouses Roses, pardon. Il y a effectivement tout un ensemble de moyens dont on peut aussi prendre en considération pour accompagner les personnes. Alors, c'est peut-être un petit peu négatif tout ce que je vous ai dit là. Et c'est vrai que moi je vois ça un peu du côté du psychologue, c'est-à-dire quand ça marche plus, quand il y a du pathos. Donc c'est vrai que souvent j'amène des éléments quand il y a effectivement cette dimension de pathos. Et clairement, je crois qu'aujourd'hui, on a vraiment à s'intéresser à cette question de la personne âgée, actrice de sa fin de vie. Parce que ce que moi je vois au quotidien, c'est que celles qui parviennent à rester actrices de leur fin de vie, ce sont celles qui ont un sacré caractère, parfois un sale caractère, une énorme volonté et une autonomie chevillée au corps. Mais ce n'est pas le cas de toutes, loin de là. Voilà, je vous remercie. Je crois qu'on va avoir Lily et Maboulette qui vont venir nous rendre visite.
Eh, dis donc. Grosse journée, hein. Ça va la tête, hein? Parce que c'est plein, hein? Ah! Saint-Malo. Ah, j'aime votre voix douce. Avec vous, je rentre dans vos propos comme dans une bouilloire chaude, mais pas trop chaude, vous voyez, un truc juste bien, vous voyez. Oh! Ça dit... Hein? Non mais vous allez m'aider, vous allez voir, parce que si j'ai bien compris la journée, il faut que je sois une super soignante qui fasse tout vachement bien, mais qui en même temps est consciente de ses limites, oui. Vachement dur. Bon, je vais essayer de prendre Je leur ai dit... les attributs. Lydie, De base, Lydie, essayez d'être angélique. Oui? Lydie, ma chérie, ma fille, là. Ah. Je leur ai dit qu'ils te le demandent, je ne savais pas, ils m'ont emmené ici.